Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, cher Christophe Béchu, Madame la secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, chère Chrysoula Zakharopoulou, Monsieur le directeur général de l'Institut Open Diplomacy, cher Thomas Friang, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'accueillir ici, pour leur 3e édition, les rencontres du développement durable qui deviennent un rendez-vous important de notre calendrier politique. Les premières avaient eu lieu à l'Élysée, sous le haut patronage du président de la République. C'est donc avec fierté que j'ouvre aujourd'hui cet événement à l'Assemblée nationale, où elles ont toute leur place. Pour atteindre les objectifs du développement durable, la mobilisation de la société civile est une condition indispensable. Nous pouvons donc nous réjouir du travail accompli par l'Institut Open Diplomacy qui a reçu la mission de célébrer le 7e anniversaire des désormais célèbres ODD. Dans un pays si divers que le nôtre, où les lignes de clivage ne manquent pas, il est bon de pouvoir rassembler ici pas moins de 70 partenaires pour cette célébration. Et je me réjouis de savoir que sont représentés aussi bien la majorité que l'opposition, l'exécutif que le législatif. C'est tout l'esprit du 17e objectif de développement durable d'ailleurs, la mise en place de partenariats en vue de réaliser l'ambitieux programme qui nous réunit. C'est aussi mon souhait. Je veux une assemblée ouverte, qui débatte, qui échange, pour que les Français s'y sentent chez eux. De même, je me félicite de pouvoir recevoir ici le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en même temps que celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Tous deux sont copilotes. Ils partagent la feuille de route de la France pour l'agenda 2030. Ce programme transversal et universel de développement durable qu'ont adopté en 2015 l'ensemble des États membres de l'ONU. Je n'ai pas besoin de vous détailler longuement le contexte dans lequel nous nous réunissons. Tout dans l'actualité le montre. Le développement durable et la transition écologique sont plus que jamais les garanties d'un avenir meilleur pour nos enfants. La crise énergétique, elle-même liée à la crise géopolitique, nous donne un avant-goût amer de ce que pourraient être les crises climatiques futures. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous contenter de faire face à l'urgence. Notre mission, celle du législateur en particulier, est, en ce domaine, de penser le temps long et de promouvoir une écologie qui accompagne, afin d'aider les Français à transformer leur quotidien, pour vivre mieux, durablement, sans épuiser les ressources ni porter préjudice aux générations futures. L'enjeu est capital. Il nous invite à dépasser les clivages et à nous rassembler. Et c'est précisément l'objet de la nouvelle méthode de travail parlementaire qu'en accord avec la Première ministre Elisabeth Borne, je veux mettre en œuvre sous cette législature. Si nous voulons bien légiférer, il faut prévoir en amont un temps de concertation important afin de dialoguer de manière raisonnable et de construire un compromis acceptable. C'est ce que nous faisons déjà avant la reprise de la session ordinaire en octobre pour accélérer la transition tout en promouvant la sobriété. Ainsi, pourrons-nous donner une plus grande souveraineté énergétique à la France et davantage de pouvoir d'achat aux Français. Parce que je veux également partager ici une profonde conviction. Développement durable et énergie ne peuvent se penser séparément. La situation que nous vivons avec la crise énergétique, des détentions internationales, nous oblige bien sûr à être encore plus soucieux de sobriété. C'est un premier pas nécessaire, mais ne peut constituer la seule réponse. Nous avons le devoir de contribuer à poser le débat sur les filières énergétiques. Comment garantir une énergie à un prix qui reste abordable pour nos concitoyens? Qu'est-on prêt à sacrifier pour cela? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Il ne faudrait pas, en effet, donner à penser que la seule sobriété énergétique conduira à une écologie heureuse. Une écologie apaisée est aussi celle qui sera née des choix qui auront été débattus et assumés. Il est de notre devoir de poser plus globalement un débat que nos concitoyens attendent, ayant été brutalement mis depuis quelques mois devant la situation de crise née du choc énergétique. Avant même d'intégrer les objectifs de développement durable dans le travail parlementaire,
il faut que l'Assemblée nationale se montre elle-même exemplaire en la matière, y compris dans son fonctionnement interne au quotidien. Elle le fera. J'en prends l'engagement devant vous. Ainsi, j'ai souhaité, en accord avec les questeurs et la conférence des présidents, la création d'un groupe de travail chargé de formuler des recommandations pour mettre en place des pratiques environnementales exemplaires dans l'enceinte du Palais Bourbon. Ce groupe de travail sera transpartisan, car le tournant environnemental doit être la préoccupation de tous les députés, quel que soit leur groupe politique. L'Assemblée nationale sera en pointe sur ce sujet. C'est la condition préalable et indispensable pour convaincre nos concitoyens de faire, à leur tour, des efforts. Dans le processus législatif lui-même, les objectifs de développement durable doivent également guider le travail du Parlement. C'est d'ailleurs à l'unanimité qu'a été adoptée le 26 novembre 2020 la résolution proposée par Aina Kurik relative à l'intégration des objectifs de développement durable dans le processus législatif. Nous devons, dans tous nos débats, veiller à ce que projets et propositions de loi répondent au moins à l'un des 17 objectifs. J'invite en particulier le gouvernement à y veiller dans ses projets de loi, et ce, dès le stade de l'étude d'impact, qui pourrait indiquer à quel ODD répond chaque article. Il en va de même dans le processus d'adoption de la loi de finances. C'est ce qui a été fait par le gouvernement ces 2 dernières années dans le cadre du budget vert, véritable révolution consistant à évaluer l'impact environnemental des dépenses budgétaires et fiscales. Nous pourrions aller plus loin encore, comme l'a proposé Florence Provendier dans le rapport qu'elle a remis au gouvernement en février dernier. Parce que la transition écologique doit s'inscrire dans le cadre plus large d'un développement durable, il serait intéressant de développer une analyse du budget à l'aune de sa contribution aux objectifs de développement durable. C'est une piste intéressante que nous devons explorer. Ces avancées, j'en ai conscience, peuvent quelquefois paraître techniques, voire obscures aux profanes. Nous savons pourtant quelles perspectives elles ouvrent. Améliorer la vie quotidienne, rendre espoir en l'avenir à l'ensemble de nos concitoyens. Le bonheur de vivre dans un environnement propre et sain, la joie que procure le contact avec la nature, tels sont les grands objectifs et politiques et sociaux que nous visons à travers le développement durable. En vous souhaitant de bons et fructueux travaux, je vous remercie de votre présence et salue votre engagement. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chère Madame Braun-Pivet, je sais que vous vous adressez à nous depuis l'Allemagne, où vous êtes réunis avec les présidents des différentes instances parlementaires du G7. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, cher Monsieur Béchu, Madame la secrétaire d'État chargée du développement international, de la francophonie, des partenariats internationaux, très cher Chrysoula Zakharopoulou, Monsieur le commissaire général au développement durable, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, Mesdames et Messieurs les députés, les sénateurs, les députés européens, très chers partenaires, très chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est sous donc le patronage de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, que j'ai le plaisir de lancer les rencontres du développement durable 2022 avec vous ici et avec toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne. C'est la 3e édition des rencontres et celle-ci revêt un caractère, je crois, un peu particulier à mes yeux, puisque si je regarde 2 ans en arrière, au moment où l'Institut créait cet événement, certes sous le patronage du président de la République, mais pas à l'Élysée, petite astérix au discours que vous avez entendu, on aurait bien aimé, mais ce n'était pas le cas, le Covid en a voulu autrement, j'observe 2 changements majeurs dont j'aimerais vous parler. Il y a bien sûr le changement d'échelle de notre action. Les RDD sont devenus un hub d'un écosystème d'excellence qui rassemble celles et ceux qui pensent et qui font la transition pour nourrir le débat public. Un écosystème transpartisan qui réunit toutes les sensibilités politiques qui s'engagent dans la transition. Un écosystème qui articule la réflexion du local au global, rassemblant aussi bien les dirigeants d'organisations internationales que les élus locaux. Un écosystème qui fédère tant les entreprises que les ONG, dont les engagements respectifs apportent exigence et espoir, humilité et ambition pour faire avancer la transition. Un écosystème piloté par la science, puisque nous pouvons puiser chez les grandes écoles co-organisatrices avec lesquelles nous portons cet événement. Enfin et surtout, un écosystème fondé sur la confiance qu'a su gagner l'Institut Open Diplomacy en co-construisant le programme de cet événement année après année. La présidente Braun-Pivet l'a dit, cette confiance est une très rare ressource dans une société polarisée comme la nôtre. Il faut donc la chérir.
Je pense que c'est celle-ci qui a permis le changement d'échelle des rencontres du développement durable. C'est celle-ci qui nous permet de nous rassembler ici aujourd'hui. Je voudrais donc remercier les 70 partenaires qui nous ont permis, chers amis, de faire ce travail, parce que cette confiance, c'est celle qui nous a permis d'être un médiateur rigoureux, curieux, ambitieux de ces débats citoyens. Et surtout, je voudrais remercier nos 2 partenaires stratégiques. Je commence naturellement par le Commissariat général au développement durable, rattaché au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, puisque, cher Thomas, vous êtes à la tête du pilotage interministériel de la feuille de route Agenda 2030 dont la présidente Braun-Pivet vient de nous parler. Le CGDD a eu l'intuition, c'est le thème de la confiance que je voulais explorer, de nous confier, de s'appuyer sur nous pour l'organisation de ce 7e anniversaire des EDD. Donc merci pour cette confiance, je pense qu'elle est très prometteuse et elle nous oblige parce qu'on va devoir réfléchir à 8 années pour finaliser l'agenda 2030. Remercier aussi le secrétariat général pour l'investissement de s'être associé à cette ambitieuse manifestation, puisque à la tête d'un programme d'investissement d'avenir inédit de plus de 54 milliards d'euros, Bruno Bonnel, qui dirige France 2030, nous a fait confiance également. Sa vocation est de transformer l'appareil productif du pays, de le décarboner, de le projeter dans un monde où les limites planétaires ne doivent plus faire l'objet de faux débats téléologiques, mais de vraies décisions économiques. Nous voulions donc faire rimer transition écologique et transformation économique, et nous les avons rassemblés en faisant rimer Agenda 2030 et France 2030. Animer ainsi cet anniversaire de l'adoption par la France des objectifs de développement durable sous l'égide du ministère de la Transition était une marque d'une grande confiance de l'exécutif. Nous sommes très honorés, mesdames et messieurs les ministres, de cette confiance. Et le concrétiser ici à l'Assemblée, c'est aussi la confiance des parlementaires, et nous sommes obligés par cette confiance. Nous allons donc, chers partenaires et chers amis, devoir être à la hauteur du défi aujourd'hui et dans les 6 étapes qui arrivent, qui nous guideront jusqu'à la conclusion à l'échelle européenne qui nous rassemblera à Berlin le 9 décembre. Cette perspective européenne s'inscrit dans la continuité de ce que sont les RDD depuis 2 ans, c'est-à-dire un événement français façonné avec un ADN européen. Et je voudrais particulièrement remercier la Commission européenne qui nous a soutenus et avec laquelle nous avons été heureux de contribuer à la conférence sur l'avenir de l'Europe l'année dernière. Mais en 2022, le choix de Berlin pour conclure les RDD dit quelque chose d'autre, je crois de plus grand et de plus grave, car l'Europe regarde le monde avec un œil différent. La guerre frappe à nouveau notre continent. C'est donc le 2e changement dont je voulais vous parler pour lancer ces rencontres du développement durable. Trop souvent, on m'a dit qu'un think tank spécialisé sur l'international devait s'occuper uniquement des affaires politico-militaires, comme si le développement durable était fait pour les bisounours. Même à l'heure des pandémies, faut-il rappeler que le Covid a fait 15 millions de morts, c'est-à-dire presque autant que la Première Guerre mondiale. Ne faisons pas comme si la santé mondiale, cher Chrysoula, tu as co-présidé COVAX, la lutte contre l'extrême pauvreté ou la prise en compte des limites planétaires n'étaient pas des sujets stratégiques. Ce qui se reflète dans les ODD, c'est la stabilité du monde. Que nous apprend donc cette guerre illégale menée par la Russie en Ukraine? Que nos interdépendances, notamment énergétiques, sont au cœur de nouvelles formes de conflictualité. Que nos vulnérabilités économiques sont le moyen de frapper le cœur de la cohésion nationale et de la cohésion sociale, et que la guerre ne se jouait plus qu'avec la profondeur stratégique et l'artillerie, mais avec l'agitation médiatique et la démagogie. En d'autres termes, il faut considérer notre politique de transition écologique, notre politique de transformation industrielle, notre politique de protection sociale, la force de nos institutions démocratiques, comme de véritables armes à l'heure de la guerre hybride totale. Et inversement, nous devons investir beaucoup plus sérieusement les COP, les assemblées du FMI, de la Banque mondiale ou encore les grands sommets de coopération internationale comme de véritables arènes géopolitiques où le monde se redessine. J'enfonce le clou. Toute politique de défense qui ne tiendrait pas compte du fait qu'on ne fera pas la guerre de la même manière dans un monde à plus 3 degrés est une politique de défense vouée à l'échec. Penser nos armées sans penser l'adaptation, ce sera autant de succès que la ligne Maginot un siècle plus tard. 7,5% d'inflation en Europe et plus du double au Royaume-Uni. Plus de 850 000 personnes qui ont été jetées dans l'extrême pauvreté par la guerre en Ukraine en moins de 6 mois. Plus de 7 millions de réfugiés, 18 millions de personnes en insécurité alimentaire gravissime avec un risque de mort physique d'ici décembre 2022. Voici les risques bien tangibles que l'on peut percevoir quand on ne regarde pas le monde, cette guerre, au prisme des objectifs de développement durable. C'est sans parler des conséquences désastreuses des dérèglements climatiques sur lesquels je ne reviens pas. Le développement durable n'est donc pas une affaire d'activistes. Le chaos mondial provoqué par un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui rompt avec tous ses engagements diplomatiques, à commencer par celui de faire respecter la Charte des Nations Unies, dont il est garant, est d'abord un chaos social. Pire, la crise énergétique, la récession économique, la précarité politique dans laquelle cette crise nous jette sont autant de vulnérabilités qui sont exploitées contre nous. Alors il faut l'admettre clairement, souveraineté rime avec durabilité.
La polycrise dans laquelle nous sommes plongés nous oblige à y réfléchir sérieusement. Ce changement d'époque où la pandémie fait rage au même moment que la famine, où la menace nucléaire ajoute à l'éco-anxiété quelques troubles psychologiques, ces bouleversements du monde exigent de nous, citoyens, de participer à la vie politique. Chacun à sa manière, syndicale, associative, entrepreneuriale, chacun avec sa voix, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre. Les RDD qui vont durer jusqu'au 9 décembre ne sont pas là pour vous prescrire un mode d'engagement ni une voie à choisir. Avec nos 70 partenaires, et plus particulièrement les écoles co-organisatrices, dont je salue les directeurs généraux qui sont présents aujourd'hui, ainsi que les enseignants-chercheurs, nous vous proposons, tout au contraire, un espace de réflexion utile, libre, pour que chacun puisse élaborer ses propres idées sur ce qui nous permettra collectivement d'entreprendre la France de 2030. Je vous souhaite donc d'excellents débats, riches, vifs, exigeants, à partir de l'agenda 2030 qui nous sert de base de réflexion. Et pour commencer, j'ai l'immense plaisir, pour cette 3e édition des Rencontres du développement durable, de céder la parole aux 2 copilotes de l'agenda 2030 pour la France, M. Christophe Béchu et Mme Zakharopoulou. Merci, mesdames et messieurs. Je salue la présidente Braun-Pivet pour son accueil. Je veux saluer avec chaleur et plaisir ma collègue Chrysoula Zakharopoulou, saluer les députés qui nous font l'amitié, le plaisir, l'honneur à la fois de nous accueillir et d'être présents ce matin, saluer évidemment le directeur général et fondateur d'Open Diplomacy, cher Thomas Frianc. Je voudrais saluer également le commissaire général au développement durable. Et pour être certain de n'oublier personne, vous me permettrez de saluer chacun et chacune en son titre, grade ou qualité, en englobant tout cela d'un mesdames et messieurs. Je veux d'abord vous dire à quel point cette journée d'aujourd'hui elle est riche en symboles. Le premier de ces symboles, c'est le lieu où on se trouve. Se retrouver à l'Assemblée nationale, c'est un signe fort, parce que c'est la maison dans laquelle tous les citoyens sont représentés. Et donc à partir du moment où un lieu comme l'Assemblée nationale accueille une rencontre de ce type, ça envoie bien le message que l'écologie est l'affaire de tous, de tous les territoires, de tous les citoyens. C'est aussi, au travers de cet accueil, une manière pour Yaël Braun-Pivet de donner une impulsion nouvelle à ces sujets, coordonnée à ce qu'elle a pu annoncer sur l'évolution des méthodes de travail. Que l'Assemblée nationale se saisisse de ce sujet, qu'elle le fasse au travers d'une concertation qui soit large, qui soit riche, qui soit ouverte, c'est une excellente nouvelle et c'est le signe d'un partenariat exigeant, constructif, à l'écoute des forces vives de la nation. Le jour ensuite, un 16 septembre, c'est-à-dire un jour anniversaire de l'adoption à l'unanimité par les 193 États membres des Nations Unies de cet agenda pour lequel nous nous trouvons donc à mi-chemin. Et un agenda 2030 qui est à la fois une boussole pour la transition écologique, en ce qu'elle concilie des objectifs très différents. Et qu'au-delà du sujet dont chacun a bien compris qu'il était central, et qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique, de nous rappeler que si cette lutte, elle se fait au détriment de la biodiversité, au détriment de la justice sociale, au détriment de l'accès aux services publics, au détriment du développement, on sera passé à côté d'objectifs tout aussi essentiels que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Cette cohésion globale, ce développement humain large, il y a tout cela dans cet agenda qui est un programme humaniste ambitieux, un vrai projet de société, dont chacun des 17 objectifs encourage à une vision globale, pacifiée, complète de l'écologie. Une écologie qui a le souci de rassembler et non pas d'opposer. Une écologie qui se préoccupe de chacun et qui ne devient pas une ligne de clivage. C'est une vraie méthode de travail aussi, avec l'évaluation de l'avancement, avec des indicateurs de prospérité pour mesurer le chemin parcouru qui constitue, de mon point de vue, un thermomètre plus précis
plus fin que le produit intérieur brut pour mesurer notre développement. Parce que cette durabilité, précisément, elle est intégrée dans ces objectifs. Je suis particulièrement attaché à ce que nous puissions évaluer notre action publique, nos décisions, à l'aune de ces objectifs, de la même manière que la tonne de carbone évitée doit entrer dans le débat public pour objectiver les décisions que nous prenons. Le respect de ces objectifs doit être regardé avec la même attention que le respect des critères de Maastricht ou d'autres normes budgétaires plus classiques. Les ODD, ce ne sont pas seulement des intentions. Ce sont bien des échéances qui établissent une trajectoire qui a le mérite d'être dans la même temporalité que nos objectifs climatiques européens avec le Fit for 55 et que notre stratégie nationale en faveur de la biodiversité, la SNB 2030. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de les enrichir mutuellement et que tout cela aide à préciser et à définir un cap qui va passer par la planification écologique. Toute cette démarche, c'est bien le résultat de l'implication commune des parlementaires, des collectivités territoriales, des entreprises, des associations, des chercheurs, des services de l'État, des militants, des citoyens. Et dans cette démarche, dans la feuille de route de la France pour l'agenda 2030, il y a des solutions, des innovations, des graines d'espoir que vous semez autour de vous et qui vont être déclinées à l'occasion de toute la démarche qui commence aujourd'hui. La feuille de route, elle permet de pouvoir aussi sortir uniquement de l'éco-anxiété pour commencer à soulever le coin du voile sur les notes d'espoir qui, ici et là, constituent autant d'avancées et de mise en mouvement. C'est pourquoi je veux saluer tout particulièrement l'initiative de l'Institut Open Diplomacy, organisée avec le soutien de mon ministère, bien sûr pour donner un coup de projecteur à ces ODD, mais pour la façon dont les choses vont se faire. Des tables rondes, un partage d'expériences, un partage de points de vue, davantage de visibilité, mais surtout des débats ouverts. Des panels de haut niveau et extrêmement variés. L'obsession de rendre accessible à tous une expertise qui est précieuse, qui est diversifiée, mais que les citoyens doivent être capables de s'approprier pour qu'on puisse mettre tout le monde en mouvement. Qu'il s'agisse de la voie à suivre pour entreprendre une transition juste, maîtriser notre empreinte sur la nature, se donner les moyens de la transition, faire une transition heureuse, accélérer la transition avec les Français, shifter dans un monde plus dur. Bon, ça faudra peut-être traduire au moment où... Sur tous ces sujets, vous donnez du contenu stimulant, inspirant, en reliant les échelles, du local au mondial, en reliant les générations, avec une attention toute particulière pour la jeunesse, notamment avec ce choix fait d'aller à sa rencontre. Et je veux vous dire à quel point c'est cette étape en région, avec des événements qui se déroulent dans des établissements d'enseignement supérieur partenaires, me semble être un excellent signal d'une jeunesse qui, souvent, sur ces sujets, est en avance sur les autres générations et qui doit donc d'autant plus être placée au cœur de toutes ces réflexions. Mesdames et messieurs, il nous reste 8 ans pour tenir les objectifs que nous nous sommes assignés, collectivement. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous donner toutes les chances de tenir ces objectifs, je veux vous dire que la France se porte candidate pour mener une nouvelle revue nationale volontaire. C'est en se prêtant à cet exercice de mesure de nos avancées que nous pourrons clairement à la fois identifier ce qu'on a fait, les progrès qui restent à faire, et planifier la façon de tenir les échéances que nous nous sommes fixées. C'est l'enjeu plus large des mois qui nous séparent de la fin de l'année pour le ministère que je conduis. Je voudrais évidemment devant vous rappeler le caractère urgent, essentiel, incontournable des changements que nous avons à conduire et vous remercier très profondément pour la manière d'aller contribuer à braquer les projecteurs sur la nécessité, sur l'urgence et sur l'accélération du rythme indispensable dans lequel nous devons être. C'est avec la mobilisation de toutes les énergies que nous y parviendrons. Un immense merci à chacune et à chacun et c'est avec plaisir que je laisse la parole à
Chrysoula Zakharopoulou, parce que tout ce que nous faisons ici, le coordonner à une diplomatie environnementale, c'est ce qui nous permet de tenir les choses de manière complète et intelligente. Merci à tous. Bonjour à tous. Je voulais aussi, moi, remercier la présidente de l'Assemblée nationale, Seriael, qui ne pouvait pas être ici, mais qui nous accueille ici à la Maison des Françaises et des Français. Monsieur le ministre, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur général de l'Institut Open Diplomacy, cher Thomas, Monsieur le commissaire général du développement durable, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi aussi de vous retrouver une nouvelle fois pour ces rencontres du développement durable de l'Institut Open Diplomacy. Chaque année, vous nous offrez l'occasion de faire un point sur notre avancement vers ces objectifs du développement durable. Des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, comme il disait Christophe, au niveau mondial en 2015 pour un monde plus juste, un monde plus inclusif, un monde de paix et de prospérité, avec un objectif central, comme c'est le motto. Leave no one behind, aussi comme ministre de la francophonie, ne laissez personne sur le bord du chemin. Nous pensions alors que les crises n'affectent qu'une partie d'entre nous, mais surtout, à cette époque, on pensait qu'elles affectent les citoyens du Sud. Nous nous sentions concernés, mais nous ne sentions pas vulnérables. Ce monde-là est désormais loin. Notre vulnérabilité commune s'est révélée aux yeux de tous. Les crises qui affectent le monde ne se succèdent plus. Elles se superposent. Elles surviennent tant au nord qu'au sud. Elles nous enseignent une chose, que nous sommes tous liés. Elles nous enseignent notre interdépendance. La pandémie, par exemple, a pris la vie de millions de personnes et porté nos systèmes, nous, des pays développés, que nous sommes les plus performants au bord de l'effondrement, plongé 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, retardé l'éducation de centaines de millions d'enfants, provoqué une augmentation des violences conjugales et domestiques, précipité 150 millions de personnes dans la précarité alimentaire. L'accélération des conséquences du réchauffement climatique maintenant, qui rien que ces dernières semaines a déplacé 50 millions de Pakistanais, aggravé la famine pour 22 millions d'habitants rien que dans la côte de l'Afrique. Il a aussi provoqué des inondations partout, je voyais ce matin aussi en Italie, mais aussi il a brûlé des milliers d'hectares de nos forêts. Et à la fin, l'agression russe contre l'Ukraine, qui impacte le monde entier et cause des crises à la fois énergétiques, économiques et alimentaires. Vous le voyez alors que ces crises sont autant de preuves de nos interdépendances. L'agenda 2030 est sérieusement menacée, pour ne pas dire inatteignable. Les crises démontrent aussi que les progrès accomplis ensemble ne sont pas irréversibles. Elles montrent aussi la responsabilité des sociétés du Nord face au devenir de l'humanité. Mesdames et Messieurs, la situation que nous vivons doit nous pousser à accélérer notre action. Accélérer sur nos politiques intérieures tout d'abord. Sous l'impulsion et la coordination de la Première ministre, nous y travaillons chaque jour et je sais combien Christophe est en première ligne, ainsi que de nombreux parlementaires et sénateurs. Accélérer ensuite sur nos politiques européennes et internationales. Toute l'action que je mène sous l'égide du président de la République, de la Première ministre et de la ministre Catherine Colonna est tournée vers la réalisation de ces objectifs du développement. Nous plaçons notre politique d'aide au développement au cœur et je suis très honorée de la porter. La loi du 4 août 2021, votée à l'unanimité par les parlementaires, que je salue encore une fois, place les ODD au cœur de cette politique.
Nous déployons désormais des moyens inédits, près de 15 milliards d'euros, soit 50% de plus qu'en 2017. Et parce que nous connaissons les rôles précieux de nos ONG, nous avons aussi doublé en 5 ans l'aide publique au développement, transitant par les organisations de la société civile qui devrait atteindre 620 millions d'euros en 2022. Deuxième chose, c'est que nous accélérons au niveau européen. L'Union européenne est le premier continent à avoir voté une loi sur la neutralité carbone accompagnée d'un calendrier clair pour y parvenir. Lors du sommet de l'Union européenne avec l'Union africaine le février dernier, nous avions annoncé 150 milliards d'euros d'investissement répartis en 10 thématiques, toutes proches des ODD. C'est l'initiative Global Gateway. Nous accélérons enfin sur la scène mondiale. Le président de la République a placé la préservation des biens publics mondiaux au cœur de sa politique internationale. Et pour le faire, nous avons une méthode qui tient un mot, le partenariat. Nous renforçons alors les partenariats tout d'abord existants. Je pense au Fonds mondial pour lutter contre les grandes pandémies dont nous sommes aujourd'hui le deuxième bailleur et que nous renforçons encore la semaine prochaine quand nous serons à l'Assemblée générale des Nations unies. Je pense aussi aux 333 millions d'euros que nous avons investis dans le partenariat mondial pour l'éducation. Je pense enfin, cher Christophe, aux 6 milliards d'euros que nous consacrons chaque année à la finance climat pour les pays en développement, dont un tiers pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Mais nous créons aussi de nouveaux partenariats ambitieux et adaptés à chaque défi. Je pense notamment à la biodiversité. Avec les coalitions de la haute ambition, nous réunissons aujourd'hui plus de 100 pays autour de la protection des terres et des mers. Avec les partenariats pour une transition énergétique juste, nous accompagnons plusieurs pays financièrement et techniquement pour sortir des énergies fossiles. Vous avez tous suivi que le G7 il va investir 8,5 milliards d'euros ou de dollars pour faire sortir du charbon l'Afrique du Sud. Vous voyez alors que quand je parle de partenariat, je ne peux pas oublier des vrais acteurs que c'est vous, ça veut dire la société civile. Que vous soyez du secteur associatif, du secteur privé ou d'ailleurs, chacun détient une part de la solution. Vous êtes au quotidien à la fois des ambassadeurs, des alerteurs, des gardiens et des services ouvrières des objectifs du développement durable. Vous jouez un rôle essentiel pour nouer des liens, pour nous ouvrir au monde et faire émerger les solutions que nous, États, devons accompagner. Et dans chacun des partenariats que nous formons, personnellement, je veillerai à ce que vous preniez toute votre place, ainsi que notre député et sénateur. Mesdames et messieurs, Churchill disait qu'être optimiste, c'est voir l'opportunité dans chaque difficulté. Je crois que nos difficultés actuelles nous offrent une grande opportunité, celle de nous rassembler, celle de nous faire accélérer et celle de faire atteindre la voix de notre pays. La diplomatie écologique, cher Christophe, la diplomatie sanitaire, la diplomatie féministe. Vous êtes tous protagonistes de cette bataille que la France porte, qui va marquer dans ce nouveau monde qui est brut, mais que nous, il faut qu'on continue à se battre pour mettre aussi la signature France. C'est très important alors qu'on travaille ensemble pour réussir. Je profite avant de finir de remercier aussi les rapports de Madame Provendière, le ODD tout est lié, député en mission auprès du Premier ministre de M. Castex, qui a fait un travail extraordinaire et je te remercie beaucoup Florence, que c'est un travail inspirant pour nous tous.
Alors, mesdames et messieurs, je suis très fière d'y porter l'équipe France à l'étranger et je serai à vos côtés. Et notre ministère des Affaires étrangères d'Europe sera toujours ouvert pour vous tous. Merci beaucoup.